Là, bah, là, en fait, là c'est une réponse d'une question sur Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on reste large. Donc, le patient, il faut qu'il vienne en consultation pour qu'on le screen, en fait, qu'on sache effectivement s'il fume, quelle est sa profession, son BMI, ses habitudes de vie, etc. Et après, effectivement, il y a un programme de mise en place des choses. Il faut faire baisser ce taux de fragmentation parce qu'on sait que ce soit en fertilité spontanée ou en AMP, mais de toute façon ça n'a pas donné de bons résultats, donc ça sert à rien d'y aller, on va dans le mur. Par contre, effectivement, il faut lui dire qu'on se prend à peu près 2 cycles de spermatogénèse pour améliorer les choses. Ensuite, ça va dépendre de ce qu'on a à traiter ou pas. Donc, si typiquement, en fait, c'est un patient qui a un âge moyen de 35 ans, qui fume pas, qui boit pas, qui a un BMI normal, qui fait du sport, qui n'avait pas un délai d'abstinence hyper élevé, qui n'a pas eu le Covid juste avant, bah, ça va être un petit peu difficile de se dire pourquoi il a ça. Et là, c'est l'intérêt en fait d'aller chercher au niveau génétique les variants du stress oxydant pour comprendre. Hein, si on a exclu toutes les autres choses. A contrario, si c'est le patient qu'on aime bien, c'est-à-dire il fume, il fait pas de sport, bah celui-ci on va le remettre sur des rails. Il dort pas bien, typiquement les gens qui se couchent après une certaine, voilà, le stress aussi. Enfin, tout ça. Dans ce cas, on va modifier ces facteurs-là, le mettre un peu de complément alimentaire, refaire une fragmentation à 3 mois. Et puis à 3 mois, si ça s'améliore pas, on va se reposer des questions. Une fragmentation aussi élevée, c'est une cause d'infertilité en soi. C'est-à-dire que c'est la cause d'infertilité et que la FIV ou l'ICSI n'apportera aucun bénéfice tant que la fragmentation est élevée. Parce que la probabilité d'avoir un embryon normal avec une fraction de 76%, elle est à moins de 5%. Voilà, donc la prochaine fois, on vous donnera nos exercices de gym pour diminuer la frag. Et le ténor, le ténor de l'hydrologie. Il y a beaucoup de jeunes hommes. Alors, je prends le déclencheur. C'est un point très important. Avant, on discutait pas on recherchait pas dans l'interrogatoire est-ce qu'il y a Covid ou non. Et vous allez voir que demain, le Covid, il retentit d'une façon importante sur le testicule. Tu as bien fait de le préciser, Charlotte. Alors, la dame, il a répondu, son mari, il a 38 ans et il est un huissier de justice. Huissier de justice. Huissier de justice. 38 ans. Donc la dame, il suit la recette de Charlotte. Et puis il faut consulter Mejda, il faut aller voir un andrologue. Ah oui, il précise encore. Ah oui. Oui, j'en ai vu à 92%. Ça m'est venu un dossier que j'ai encore dans l'esprit. Et en refaisant quand même le spermogramme dans de bonnes conditions, en refaisant la fragmentation, la décondensation, automatiquement, on revient à des normes. Donc là, il ne faut pas, un seul examen n'a jamais été, il faut que ça soit dans un staff, discuter dans un staff pour voir quel est le meilleur apport qu'il faut apporter. C'est-à-dire, il y a les urologues qui vont nous dire est-ce qu'il n'y a pas une varicocèle à bas bruit, etc., etc. Donc, tout ça, c'est très important. Une fragmentation d'ADN, avec le délai d'abstinence, va augmenter. On sait que maintenant, on s'est fixé comme 3 jours de délai d'abstinence chez le normosperme, qu'on espère normosperme, alors que chez l'oligosperme, normalement, c'est un seul jour d'abstinence. Et on fait un deuxième spermogramme 1 heure après, pour éliminer tous les leucocytes qui peuvent venir du premier spermogramme.
De fragmentation et c'est corrélé à l'importance du varicocèle, c'est corrélé à l'ancienneté du varicocèle, parce que c'est un stress, la stase c'est également un stress local et il y a une amélioration également, il y a des publications où on voit très nettement s'améliorer le test de fragmentation après cure de varicocèle. D'ailleurs, il n'y a pas que le test de fragmentation qui est amélioré, mais il y a maintenant de longues et grandes cohortes dans les centres de procréation médicalement assistée. On voit qu'il y a une amélioration aussi de taux de grossesse dans toutes les techniques, que ce soit FIV et ICSI, après cure de varicocèle. Voilà. Oui. En fait, Charlotte va en reparler demain, mais normalement, pour l'instant, les indications des cures de varicocèle, c'est OATS et varicocèle. Sauf que on peut avoir... Comment ? Bah oui. Mais donc justement, on a des spermes parfaitement normaux à frag très élevé. Donc en fait, si on ne cherche pas la frag, on peut avoir une impression d'un bilan spermatique normal alors qu'il ne l'est pas. Alors, très cher Frédéric, donc aujourd'hui, une des indications de la cure de varicocèle est aussi la fragmentation isolée. Hein. Faut-il qu'elle soit faite ? Oui, mais voilà, on va s'imaginer qu'elle soit faite chez tous les hommes qui font un spermogramme. On est dans un monde idéal. C'est de là que, exactement. Qui est un stress oxydatif aussi également, donc il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, nous sommes. Ils deviennent stériles avec le temps et il suffit de leur faire prendre 6 mois de vacances au bled là, parce qu'ils viennent d'une région particulière, éventuellement, et ils reprennent leur fertilité. C'est une réhabilitation tout ce qui est cause de chaleur excessive. On trouve la même chose aussi chez ceux qui travaillent dans les boulangeries. Alors il y a un truc qui s'appelle les frozen balls. Je vous le conseille de l'offrir pour la prochaine Saint-Valentin à vos amoureux. C'est un slip refroidissant en fait. C'est un slip, à mon avis, esthétiquement pas extraordinaire. C'est un espèce de slip kangourou dans lequel on met des poches de frais. C'est pas mal. Ça marche bien. De froid qui sont refroidis en fait. Ça refroidit pendant 8 heures. C'est assez chouette. Frozen balls. Je n'ai pas d'action. Et en Angleterre, le grand chef Gordon Ramsay a imposé à tous ses chefs et maintenant à tout son personnel de cuisine et répand le mouvement pour que les cuisiniers justement portent des tabliers thermiques justement pour préserver leur fertilité. Ah oui, alors ça l'ordinateur, la tablette, le téléphone, de toute façon, on a les ondes, plus la chaleur, la chaleur c'est un facteur nocif. Le testicule, c'est pas resté intra-abdominal, c'est pour une bonne raison. Aujourd'hui, on a suffisamment d'ectopies non descendues pour savoir que l'hyperthermie au-delà de 34 degrés, de toute façon, ça anéantissait la spermatogénèse. Quand on reste en intra-abdo, quand on le descend et qu'on a de temps en temps des températures variables, on sait qu'on va aussi avoir une altération avec une numération qui va être diminuée, des formes typiques qui sont assez typiques sur les hyperthermies, avec des têtes très amincies, des queues très enroulées, des acrosomes qui déconnent. Donc voilà, ça, on sait très bien que la température idéale du testicule est aux alentours de 34 degrés et pas du tout au-dessus de ça. Donc c'est important, je pense, aujourd'hui de faire passer aussi ce message-là. De rester trop longtemps en voiture, de rester trop longtemps assis, d'utiliser les sièges qui réchauffent, c'est extrêmement toxique. Le bain, le hammam, au-delà de 20 minutes par jour, à température assez chaude, ça va dégrader aussi la spermatogénèse. Les plats très épicés, tout ce qui est épices très poivrées, etc. Les piments, ça aussi, en fait, en entraînant une espèce de congestion locale, ça va entraîner de l'hyperthermie. Donc c'est tout ça qu'il faut éviter.
Ah oui. Ah oui, non, mais oui. Mais c'est pareil. Demain, on en reparle sur. Ouais. Mais... En fait, mais l'obésité, c'est beaucoup de choses. C'est un, l'hyperthermie. Deux, en fait, une forme d'hypogonadisme relatif avec une hyper-oestradialisation des choses, plus de la fragmentation parce que l'obésité, en fait, c'est une forme de facteur inflammatoire de bas grade permanent. Donc, l'obésité, on va en reparler demain, mais c'est une des causes majeures de l'altération de la spermatogénèse chez l'homme aujourd'hui. Oui. Oui. Qui sont un peu génoïdes. Ouais. Bah, ils font du sport, hein, ils diminuent leur masse. Alors, pour continuer, il y a la présidente de l'association donc des couples infertiles qui pose une question. Bonjour Aziza. Qui pose une question, est-ce que la fécondation, donc c'est le 14e jour, la question, c'était... La question c'est, voilà, c'est-à-dire, voilà, mais c'est-à-dire quel est le jour pour... Donc, pour un rapport programmé. Moi, je pense que j'ai compris la question comme ça, parce que السؤال المطروح هو هل أجنة يوم الرابع أجنة مزيانة. Qu'est-ce que vous avez compris? Ah, le transfert le 4e jour. Je pense qu'il parle des transferts. Oui, je pense. Alors ça dépend si elle parle 4e jour après l'ovulation, dans ces cas c'est des embryons J2. Par contre, si c'est des morels à compacter, vaut mieux les laisser évoluer pour voir s'ils donnent des blastos normalement. L'idéal c'est le blasto. L'idéal c'est le J5, c'est le blasto. Mais voilà. ça dépend si elle parle de 4 jours après son ovulation ou si elle parle de 4 jours après la ponction. S'ils ont été congelés à 4 jours après la ponction, c'est mieux de congeler à 5 jours. Parce qu'à 4 jours, c'est une morule à compacter, donc on ne sait pas si ça va s'expandre et donner un blasto en fait. D'accord. Alors, ça dépend si c'est un naturel ou un substitut. Ça dépend des protocoles aussi qu'on va utiliser pour le transfert d'embryons. On passe du protocole en cycle naturel, si vraiment la femme a des cycles réguliers, etc., au cycle substitué, c'est-à-dire on va substituer par des oestrogènes et la progestérone, en introduisant la progestérone le jour supposé de la ponction ovulaire, de la ponction faite avant, soit un cycle stimulé. On fait des cycles stimulés. Chez les OPK, il y a une étude qui se fait actuellement. On met du létrozole en plus du cycle stimulé pour justement avoir cet impact, pour éliminer l'impact de l'hyperoestrogénie sur l'endomètre. C'est une étude belge qui a démarré en 2019 et qui se termine en 2024. Donc, il y a un cycle, le médecin, normalement, doit faire soit un traitement, soit un cycle, mais il doit faire des échographies aussi pour voir l'endomètre. L'endomètre à 8 mm, plus de 8 mm. Les endomètres inférieurs ne s'implantent pas du tout, il n'y a pas d'implantation. Donc, il y a un suivi de toute la panoplie. Aziza, كاين بزاف ديال لي بروتوكول pour Aziza pour remettre les embryons vitrifiés. Et c'est au médecin et au couple de décider. باش تشوفوا اش من وقت خصها باش دير. كاين même des tests qui se font, le test ERA par exemple, et le WIN test qui existe pour voir éventuellement pour chaque femme quel est le moment de l'implantation. Vous savez très bien qu'il y a une implantation embryonnaire
il y a une implantation endométriale. En naturel, normalement, elles sont synchronisées. Quand on donne un traitement stimulé ou autre, il y a une désynchronisation avec une avance normalement de 2-3 jours par rapport à l'endomètre. L'embryon, il a toujours le même truc, mais il y a une désynchronisation. Donc, il y a tout un problème, c'est le médecin qui doit établir, il y a des échographies, et puis il va falloir probablement déclencher même l'ovulation pour qu'il soit sûr de son ovulation, parce qu'il y a toujours un ovule, et voir éventuellement le moment. C'est très difficile. L'implantation, elle est responsable de 30% des échecs en fécondation in vitro. Alors, nous, juste sur l'endomètre, on est un petit peu moins dur. Nous, notre seuil, il est à 7 mm. Parce que globalement, c'est ce qui a été publié. Parce qu'en fait, sur la revue, sur toutes les méta-analyses et la revue de la littérature que j'avais faite il y a 6 ans, en dessous de 5 mm, c'est implantation exceptionnelle. C'est l'équipe de Cochin qui avait rapporté 4 grossesses sur des endomètres totalement atrophiques. Maintenant, entre 6 mm et 7 mm, on va perdre 20% de taux de grossesse. Et au-delà de 7 mm, après, il n'y avait pas de différence entre 7, 8, 10, 12 dans ce qui avait été publié dans les méta-analyses. Maintenant, le test ERA, en fait, sur l'idée, il était bien. Et en fait, pour travailler beaucoup avec le groupe IVI et avec Igenomics, finalement, les conclusions qui arrivent sur le ERA, a priori, c'est qu'il n'y a que les gros décalages de 48 heures et plus qui impactent réellement les taux de grossesse. Quand on a un décalage de 24 heures, vu que la fenêtre d'implantation dure plusieurs jours, un décalage de 24 heures ne semble pas en fait avoir autant d'impact qu'ils l'espéraient au départ avec leur test. Donc maintenant, ils disent que c'est vraiment, il n'y a que les très gros décalages qui vont expliquer un échec d'implantation. Mais si on trouve 12 heures de décalage, ça ne suffit pas à expliquer le parcours d'échec du couple. par rapport au spectrogramme au laboratoire, les conditions. Apparemment, toujours c'est là, et des fois, c'est une cause de blocage. Il n'y a pas de solution. La panne au laboratoire, quoi. Alors, la panne au laboratoire, c'est un vaste sujet. Je pense que déjà, il faut se préparer. Enfin, il faudrait peut-être visiter les lieux avant, en fait, pour se préparer psychologiquement. Comme dirait un de mes éminents collègues, c'est toujours difficile, Vincent Huizard, c'est difficile en fait d'aller au laboratoire, de se masturber devant des photos de femmes qui ne sont pas la vôtre pour donner de la semence pour faire un bébé qui sera peut-être le vôtre plus tard, quoi. Donc voilà, c'est à mon avis pas le meilleur moment de la vie d'un homme. Donc autant s'y préparer avant, donc expliquer comment ça va se passer. Je pense que l'idée pour les laboratoires un petit peu modernes aujourd'hui, c'est d'avoir en fait éventuellement une vidéo où on vous explique qu'effectivement le recueil, il faut se laver les mains avant, qu'on va éviter des choses comme le gel hydroalcoolique qui sont gonadotoxiques, que voilà, si de toute façon c'est pour un test de laboratoire, donc si on n'arrive pas, faut pas se mettre la pression, on y retournera 48 heures plus tard, c'est pas extrêmement grave. Idéalement, il y a des conditions de recueil, c'est-à-dire que pas une abstinence démesurée. 3 jours, c'est bien pour un premier spermogramme, ça permet de savoir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et éventuellement, si le patient a un stress ou quoi que ce soit avant, on peut donner un médicament, un IP2,5 qui va lui permettre d'avoir plus confiance dans son fonction érectile. Mais voilà, il n'y a pas... À mon avis, le mieux, c'est de se préparer et d'en parler, en fait, comme n'importe quel test qu'on va faire, qui demande un petit peu de courage, on va dire. C'est vrai qu'on prépare mal les hommes pour un spermogramme et je pense, nous les urologues aussi, on doit intervenir et parce qu'on essaye toujours de ne pas parler de ce côté. Faites le spermogramme, sinon on donne une ordonnance sans... Oui, sans expliquer. Donc c'est pour ça que je pense par exemple, sur l'association marocaine d'urologie, vous avez sûrement
un compte Instagram ou Facebook ou des choses comme ça, on peut imaginer une petite vidéo où on donne des trucs et astuces en fait pour comment ça se passe en vie réelle. On fait visiter un ou deux laboratoires, on donne les conditions d'hygiène effectivement, et puis tous les voilà, leur dire que si on en met à côté, il faut le dire en fait, ça sert à rien de le cacher parce qu'on va partir dans un truc compliqué dans ce cas-là et on va se dire voilà, il n'y a pas de spermato, il y a une oligo sévère, donc c'est pas grave, juste on recommence. C'est comme quand on a loupé un brushing, hein, c'est pas dinguissime, ça se refait, c'est voilà, et puis pas hésiter pour les patients, c'est toujours compliqué de parler de sexualité quand on est dans le cadre de l'infertilité, alors que ce sont deux choses qui vont avec, et puis c'est hyper difficile d'avoir un orgasme, parce que l'éjaculation c'est le plus souvent lié à l'orgasme, à 8h du matin, dans une petite salle un peu humide, faut le dire, voilà. Oui. Et surtout, il faut insister pour dire que la première goutte est importante. De la première à la dernière. Oui, le problème pour le blocage pour un spermogramme au laboratoire, il y a 40% des gens qui peuvent être bloqués. C'est pas une seule personne. Donc, normalement, le profil, si vraiment on écoutait les gens, si on est le couple, parce que la plupart du temps, il faut écouter les deux en même temps et faire l'examen du mari aussi. C'est ce que la plupart du temps, les gens oublient. Le blocage pour un spermogramme normal, c'est juste pour une étude, c'est pas grave, on peut le répéter. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un profil psychologique qui il ne peut pas le donner au laboratoire, on lui remet un flacon avec le milieu de culture pour sperme, il le fait chez lui, il le ramène. Le plus difficile, c'est le blocage lors d'une ponction, quand on a des ovocytes. Là, j'ai eu un cas dernièrement, il s'est bloqué. Le médecin n'avait pas vu, c'était dans un CHU, le médecin n'avait pas fait de consultation de cette personne. C'est quelqu'un pourtant qui est très fort, mais qui est craintif. Donc, blocage, alors qu'on a des ovocytes, là, il faut aller, il ne faut pas y aller de main morte, plutôt, il faut, voilà. Heureusement qu'on a des... Faut pas y aller avec les mains. Ouais, faut pas y aller avec les mains d'une morte, mais c'est ce qu'on discutait dans l'avion avec Frédéric. Aujourd'hui, je pense que on pourrait aussi développer dans des centres comme ça. Il y a des espèces de sextoys japonais. Bon, heureusement qu'on est sur Facebook, qui sont des espèces de masturbateurs. Donc, on pourrait envisager des casques de réalité virtuelle, ce genre de sextoy qui permet en fait d'avoir des meilleures conditions de recueil. Hein. C'est pour des laboratoires qui seront un petit peu 5 étoiles, hein, peut-être, mais voilà, en tout cas, il y a des choses à faire. Hein. C'est plus possible aujourd'hui de se retrouver dans une petite salle à 8h du matin avec des photos d'enfants au mur. Ça va nous faire des futurs pédophiles. Où ça sent un peu les égouts. Non, il faut vraiment des salles de recueil. La fertilité et la sexualité, c'est des choses qu'il faut arrêter de cacher, en fait. C'est pas facile, à 8h du matin, d'avoir un orgasme tout seul dans une salle. Donc, il faut prévenir les gens, à mon avis, simplement. Oui. Déjà, aussi, la base, c'est faire des salles un peu intimistes, quoi. Oui. Parce qu'en général, les salles de recueil, ça ressemble plus à des toilettes publiques des années 80, qui donnent en général de préférence sur la salle d'attente où il y a 50 personnes qui vous regardent rentrer dans la salle, en vous disant vas-y, sois fort. Donc c'est sûr que ça donne une certaine motivation. Hein. Donc ne serait-ce que faire un endroit un peu sombre, un peu tamisé, pas glauque, un peu isolé du laboratoire et du bruit, ça met déjà dans de meilleures conditions. Et des fois, ça peut être dramatique. Moi, j'ai le souvenir, une fois au centre à Erifiv, la femme, elle était prête, stimulée, et le jour J, le mari était bloqué. On est allé faire une biopsie testiculaire. Oui, mais mais ça, c'est vraiment excessif. Hein. Mais dans ce cas-là, au pire, tu cathétérises le déférent, etc. C'est quand même pas assez... moi, je trouve qu'à un moment ou à un autre, en fait... Bon, aujourd'hui, on peut congeler les ovocytes, c'est assez facile, mais on est constamment en train de dire, ouais, la ponction ovocitaire chez la femme, on en fait, facile, machin, etc. Et par contre, aller faire une ponction d'un déférent chez un homme, c'est un truc qu'on fait super facilement, même en transcutané. C'est quand même pas un geste dramatique. C'est pas dramatique d'aller le faire si vraiment, ce jour-là, on a un blocage. Alors, Majda qui revient à la charge, là
la fragmentation, il dit que son mari il est sous traitement de proxide. Depuis 5 mois, il y a 6 millions de spermatozoïdes. Donc il est sous proxy depuis 5 mois et ça marche pas. Et il reste avec une frag à 75. Oui. Il faut aller chercher des facteurs étiologiques. Donc, de toute façon, en fait, à mon avis, les antioxydants, ça se prescrit pas comme ça. Ça se prescrit après un examen clinique soigneux, un interrogatoire policier, voilà. Si ça fonctionne, le proxide, on sait très bien ce qu'il y a dedans, c'est un antioxydant qui est bien fait, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, en fait, ce qu'on disait en préambule, c'est qu'il y a un polymorphisme génétique vis-à-vis du stress oxydant. Donc, éventuellement, dans ce cas-là, on peut faire des panels de gènes et comprendre pourquoi, où est-ce que ça bloque. Hein. Il y a pas mal de pistes aujourd'hui sur le MTMHFR1, mais le glutathion, la SOD. C'est bien de prendre du proxide, mais c'est un complément alimentaire. Donc, ça veut dire que si son alimentation, elle va pas, ça marche pas. Hein. Si on mange que des McDo, on a beau rajouter de la poudre de proxide par-dessus, ça n'a jamais fait une bonne alimentation. Et si effectivement on a fait tout ça, qu'il mange correctement, qu'il fait du sport, qu'il prend son complément alimentaire, qu'on a fait des marqueurs génétiques pour vérifier les variations, qu'il n'y a pas de varicocèle, qu'il fume pas, qu'il n'est pas dans un hammam, etc., etc. Si au bout de tout ce temps on garde une frag élevée, c'est les rares indications de frag élevée qui sont à traiter comme des nécrospermies, c'est-à-dire aller chercher du spermatovésiculaire. Voilà. Oui, donc. D'accord. Alors. Tout commence par une bonne consultation. Voilà. Tout commence par une bonne consultation. Déjà, ça leur permet aussi de comprendre ce qui se passe. Alors, il y a une autre. Multiples facteurs. On est vraiment, c'est comme si c'était, j'allais dire, la carte d'identité de la personne sur le plan santé. Je parlais de l'équilibre alimentaire, je parlais de le stress, la gestion du stress, le manque de stress surtout. Et bien sûr, la température, la bonne température, il faut vivre pas dans... Probablement demain, il y aura des études qui vont nous parler de ce que nous subissons tous les jours en termes électromagnétiques, Wi-Fi et consorts. Donc nous sommes en fait, d'ailleurs tout le monde le constate aujourd'hui, le spermogramme est en train de s'appauvrir avec les années chez tout le monde. Et donc oui, c'est vrai que l'examen clinique, il doit tacler toutes ces données-là et être holistique, comme vous disiez tout à l'heure. Ce qui est assez amusant, en fait, c'est... Enfin, amusant. Moi, je trouve ça amusant. C'est que aujourd'hui, c'est largement démontré. Il y a des cohortes de plus de 50 000 personnes. Donc, c'est de l'impact factor qui fonctionne bien avec des bonnes études. Aujourd'hui, le spermogramme anormal, en dehors d'anomalies génétiques. Hein, donc, on enlève les karyotypes anormaux, on enlève les translocs, on enlève les microdèles, etc. Quand on a un spermogramme anormal, en fait, c'est corrélé à un facteur de risque de surmortalité et d'hospitalisation dans les 5 ans. On avait montré quand les IP2.5 étaient sortis il y a une vingtaine d'années que l'événement de dysfonction érectile était corrélé dans les 3 ans à un événement cardiovasculaire. Aujourd'hui, on démontre en fait que le spermogramme altéré, alors je ne parle pas d'un spermogramme, hein, c'est un spermogramme sur la durée altéré, c'est corrélé en fait à l'espérance de vie, à des facteurs, à risque de maladies cardiovasculaires, de dyslipidémie, de syndrome métabolique en fait dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est hyper intéressant de voir en fait que le testicule va être le reflet un petit peu de l'environnement intérieur, hein, le pénis va être un petit peu le reflet aussi des événements extérieurs. On l'a bien vu, on en parlera demain du Covid et l'appareil génital chez l'homme. Le testicule et le Covid, bon, il se remet quand même pas trop mal, hein, il fait un peu comme toutes les infections qui passent. Par contre, le pénis et le Covid ne sont pas les meilleurs potes du monde. D'accord. Alors, il y a une autre question, une autre dame qui pose la question, est-ce que العملية إزالة الكيس من الرحم ضرورية قبل عملية الحقن وهل تسبب في نقص المخزون؟ Est-ce que l'ablation d'un kyste ovarien
diminue la réserve ovarienne. Ah oui, ça on sait, on en est sûr, c'est publié. En particulier les dermoïdes et les endométriomes. Ouais. Mais à partir du moment où on doit faire de la traction divergente, ben, on emmène des petits bouts d'ovaire avec. Et à partir du moment où on fait de la coag, même avec le plasma jet, de toutes les manières, on altère et on sait qu'on a une baisse de l'AMH qui va remonter un peu au bout de 3 mois. Et au bout de 6 mois, on reviendra au niveau max, mais on ne réatteindra pas le niveau initial. Et d'ailleurs, dans les recommandations de Léchereux, c'est très clairement noté que toute opération d'un endométriome doit être bien étudiée par rapport aux bénéfices et aux risques de la réserve ovarienne. Et c'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, sur les endométriomes, moi je fais beaucoup d'alcoolisation, plutôt que d'aller les opérer, qui marchent très bien, qui sont beaucoup moins lourds, parce qu'on le fait comme les ponctions avec les mêmes aiguilles. Et ça marche. Et là, pour le coup, on sait qu'on n'altère pas la réserve ovarienne. Par contre, on a plus de récidives avec l'alcoolisation qu'avec la chirurgie. D'accord. Alors, on va faire le 3e cas avant la pause. Le 3e cas clinique, c'est un patient âgé de 37 ans qui est originaire résident à Dida, mécanicien de profession, et qui est marié depuis 3 ans. Sa femme est âgée de 21 ans. Il consulte chez nous pour une infertilité primaire depuis 3 ans. Le malade a eu comme antécédents chirurgicaux, le malade est opéré pour ectopie testiculaire gauche à l'âge de 7 ans. Il est tabagique chronique et un grand consommateur chronique de cannabis sous forme de pipe. L'examen clinique trouve un patient en bon état général, un bon indice de masse corporelle. L'examen érogénital trouve une cicatrice inguinale basse gauche de 2 cm sans complications. Les caractères sexuels masculins sont conservés avec une bonne pilosité. Le malade a bénéficié d'un spermogramme qui part d'une cryptosospermie avec un volume émis qui est 1 ml. Des spermatozoïdes, la concentration est inférieure à 0,010 millions par millilitre. La spermatozoïde par éjaculat 0,0 million par éjaculat. Une vitalité qui est à 0% après 1 heure et après 4 heures. L'immobilité qui est à 0%. Immobile. Observation de 6 spermatozoïdes à l'examen direct, après centrifugation et sur-frottis après coloration. L'échodoppler scrotal trouve des testicules de taille réduite, bilatérale, avec une varicocèle gauche. Varicocèle gauche. Grade 1. Les testicules à droite, il est à 10. À gauche, il est à 7. Oui. Le bilan endocrinien. Grade 1. Le FSH, il est à 23. Oui, c'est monsieur, avec élevé, 3 fois la normale. LH à 6,8. Une testostérone qui est normale à 8,25. Des questions, Charles? Déjà, il faut qu'il congèle ce jeune homme, enfin cet homme jeune, on va dire, rapidement. Et puis ensuite, il faut qu'il arrête le THC encore plus rapidement, hein, parce que cette testo haute, c'est le THC, hein, c'est un fumeur chronique. Il faut refaire le spermogramme parce que le volume il est un petit peu à 1, il est un petit peu diminué. Ce serait pas mal d'avoir une biochimie pour le coup séminale. Et effectivement, on va aussi lancer les examens génétiques karyotype, microdèle. Ensuite, ce qui est toujours intéressant dans les ectopies comme ça, qui ont un volume qui est diminué, souvent l'ectopie est pas seulement une ectopie, c'est une disjonction en fait de ton épididyme vis-à-vis du testicule, avec de très très rares qui peuvent passer effectivement. À gauche, le volume il est très diminué, donc on peut se dire qu'effectivement il doit y avoir le testicule, sûrement une disjonction, il a été opéré. C'est comme sur les kystes ovariens, quand on opère un testicule pour le descendre, on a beau faire hyper attention, mettre des gants en soie, pas mettre d'énergie monopolaire, etc., etc.
on va créer des anomalies sur les différents de facto, et souvent sur les testicules comme ça, même qui sont en bonne place à droite, si tu as une ectopie de l'autre côté, tu vas avoir des anomalies d'épididyme. Donc moi j'irais refaire faire l'écho, peut-être en s'intéressant aussi à la jonction entre l'épidémie et le testicule, congeler bien sûr, faire le bilan génétique, lui faire arrêter le THC, et à 3-6 mois de l'arrêt du THC, je referai une FSH, une testo pour voir un petit peu où il en est, le spermogramme aussi. Et puis voilà, les mécaniciens, il faudrait voir un petit peu s'ils fument pas, s'il n'y a pas mal d'autres. Enfin, ils fument THC, donc ils fument. Le THC, c'est un vrai problème parce que on a du mal à bien l'étudier. En plus, dans le testicule, c'est une super. T'as tout un système endocannabinoïde. Donc, en fait, de temps en temps, à toute petite dose de THC, il va un petit peu aider le spermato parce que quand il y a des toutes petites doses de THC, en fait, il bouge un peu plus vite, mais il tourne sur lui-même. Il a l'air un peu con. Avec des grosses doses, en fait, ça donne toujours des testos très élevés comme ça, avec des grosses anomalies du spermogramme, souvent un peu moindres que celle-ci. Par contre, des spermatos qui ne fonctionnent pas. Sur ton patient, ce qu'on voit en tout cas, c'est une vraie nécrospermie au-delà de la cryptozoospermie. Il n'y en a pas un seul de vivant, etc. Donc il faut vraiment passer sur les règles génétiques, voir si ce patient n'a pas aussi un facteur infectieux avec. Il y a un truc dans son épididyme, hein, ça c'est sûr, avec un volume aussi bas et tout. Faut chasser l'anomalie épididymaire. Voilà. Moi, je posais une question. Non, ça a été bien développé par Charlotte. Moi, je pense c'est juste par rapport à l'anomalie épididymaire. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça pour faire quoi? Parce qu'on est là devant une forme sécrétoire, manifestement, avec une FSH élevée, ectopie. Donc, on est dans l'hypotrophie testiculaire. Ouais. Oui. On sait que c'est un effet local de la TSH. Oui, ça. Mais par rapport à l'épididyme, ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose, non. Oui, c'est-à-dire, vous pensiez éventuellement qu'il y a eu un traumatisme de l'anse épidémo-différentiel ou quelque chose pendant l'abaissement, éventuellement. Ouais. Oui, ça, c'est connu avec l'anse qui est déroulé et qui peut même être complètement déconnecté. Très bien. Et vous ne pensez pas que la varicocèle joue aussi un rôle là-dedans? C'est pour ça qu'il y a cette inadéquation entre FSH et... C'est ça. Il est déjà chaud, comme ça. Oui, c'est souvent pas forcément la veine spermatique, hein. Ça peut être des communicantes juste de la région. Bien. Alors, est-ce que vous avez parlé de cryoconservation en urgence? Est-ce qu'il ne faut pas parler aussi de prélèvement testiculaire en urgence? Je pense qu'il y a... Effectivement, il faut toujours congeler un petit peu rapidement quand on a des chiffres comme ça. Le prélèvement testiculaire, à mon avis, il faut le faire dans des conditions parfaites. Enfin, moi, j'ai tendance à refuser d'aller faire un prélèvement si le patient fume, s'il fume du cannabis, s'il n'a pas normalisé son poids. Enfin, pour moi, la chirurgie, je fais un peu comme les plasticiens, c'est-à-dire que c'est moi qui les opère, c'est eux qui font la cicatrisation. Les résultats, en fait, c'est aussi en fonction du patient. Donc, aller faire une chirurgie pour faire une chirurgie, ça ne nous intéresse pas. Donc, moi, je préfère aller faire une chirurgie sur laquelle je vais retrouver les spermatozoïdes qui vont être mobiles, vivants, plutôt que d'y aller à la once again, comme ça, pour mettre un petit peu de tissu au frais, quoi.
Mais c'est ma façon un peu parisienne centrée de faire les choses. Hein. J'ai quelques défauts que je connais très bien.